T'es un technicien qui gère le système de traitement des eaux en Floride. Mais là, tu remarques un truc bizarre sur ton écran. Ta souris, elle bouge toute seule. Et progressivement, elle augmente la concentration en soude caustique. C'est hyper corrosif. D'ordinaire, ça sert à réguler l'acidité de l'eau, mais là, la dose est multipliée par 111. Ingéré, les dégâts seraient dramatiques. Ton sang se glace. Un pirate informatique est en train d'empoisonner l'eau potable de la ville. Heureusement, tu réagis vite et tu restaures la dose correcte. L'eau polluée n'a pas le temps d'atteindre les systèmes de distribution de la ville. Aucun mort à déplorer. Ok bon, cette fois-ci on a eu chaud, mais est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que des hackers ont déjà réussi à commettre l'irréparable et tuer quelqu'un? La cyberattaque la plus dévastatrice de l'histoire. Un matin, tu allumes ton ordinateur Windows, soudain un message s'affiche. On t'a volé toutes tes données. Fichiers, photos, identifiants, tu veux les récupérer, la rançon est de 300 $ en bitcoin et double 3 jours plus tard. Toi et plus de 20 000 autres ordinateurs à travers le monde, vous avez été victime du redoutable ransomware WannaCry. Comment c'est possible? C'est simple, est-ce que tu as mis à jour ton ordinateur récemment? Sinon, c'est ta faute. WannaCry est un logiciel malveillant qui exploite une faille du système d'exploitation Windows. Pour ça, il s'aide d'un code mis en place quelques semaines plus tôt par la NSA, l'Agence nationale de la sécurité américaine, Eternal Blue. Ce dernier avait été rendu public par un groupe de hackers. À ce moment, Microsoft a bien sûr patché cette défaillance, sauf qu'on est en mai 2017. À l'époque, on n'avait pas le réflexe de mettre à jour, que ce soit toi ou une entreprise de télécom espagnole, ou d'autres, comme FedEx, Renault, ou même les hôpitaux anglais. WannaCry se répandant comme une épidémie. Certains pays sont plus touchés que d'autres, la Russie, l'Ukraine, l'Inde, Taïwan. Les pertes d'argent se chiffrent en plusieurs milliards de dollars. Qui est derrière tout ça? Des spécialistes examinent le code de WannaCry et y voient la marque d'un des groupes de hackers les plus redoutés au monde, le groupe Lazarus. Connu entre autres pour avoir piraté en 2014 les studios Sony Pictures. Des films pas encore sortis, des contrats, des documents confidentiels ont été dérobés puis publiés sur internet. Pourquoi? Le studio devait sortir à la fin de l'année un film qui se moquait de la Corée du Nord. Certains soupçonnent les hackers d'avoir voulu se venger et d'être à la solde du régime. Les acteurs nient, Kim Jong-un aussi. S'ils sont en lien avec la Corée du Nord, ils codent en anglais ou en chinois et seraient donc répartis un peu partout sur le globe. Les spécialistes pointent la sophistication de leurs attaques, mais disent aussi que si elles cherchent à affaiblir ou perturber le fonctionnement d'infrastructures, elles visent aussi à l'enrichissement des hackers, ce qui est rare pour un État. Pourtant, les transfuges du régime nord-coréen affirment qu'ils sont bien sous les ordres du gouvernement. Bref, est-ce que WannaCry a causé des morts? Si tu te souviens bien, j'ai parlé d'hôpitaux. Des ambulances détournées, des rendez-vous annulés, une chute des admissions de patients en état d'urgence, mais pas de décès apparemment. En 2019, une étude montrait qu'aucune augmentation significative de la mortalité n'avait été enregistrée la semaine de l'attaque. Mais est-ce que ce serait même possible de causer indirectement la mort d'un patient? Le cas d'une femme à Düsseldorf en Allemagne a beaucoup fait parler de lui. En 2020, son hôpital a été victime d'une cyberattaque. On l'a donc transférée dans un autre établissement à une trentaine de kilomètres de là. Et elle est morte en chemin. Tragique, surtout que c'est une erreur. Les hackers ne visaient pas l'hôpital, mais l'université, ils se sont juste trompés. Quand la police a ouvert une enquête pour meurtre, ils ont coopéré et restauré le système informatique de l'hôpital. La justice n'a pourtant pas conclu à un meurtre. Autre cas, en 2019, à Alabama aux États-Unis cette fois. Une mère porte plainte contre l'hôpital où elle a accouché au même moment où une cyberattaque perturbait le service. Sa petite fille est née le cordon ombilical autour du cou, entraînant des complications qui n'ont pas pu être évitées. Elle est morte quelques mois plus tard à cause de dommages au cerveau. Au moment de son admission à l'hôpital, la mère n'était pas au courant de la cyberattaque. Si elle avait su, elle serait allée dans un autre établissement et son enfant serait peut-être encore en vie. Si les accusations visent l'hôpital et que les deux parties n'ont apparemment toujours pas trouvé d'accord, c'est peut-être le seul cas de mort indirectement causé par une cyberattaque. La boisson qui a hacké les soft drinks. Plus de 50 litres par an, c'est la consommation moyenne de soda en France, top 3 européen. Et il faut y ajouter les boissons énergétiques en forte hausse. Les effets sont dévastateurs, diabète, maladies cardiovasculaires, cancer. Conclusion, buvez de l'eau. Oui, après bon, parfois on a envie de se faire plaisir et dans ce cas, mieux vaut se tourner vers une alternative plus saine, au lit. Et oui, c'est pas parfait donc on consomme avec modération, hors de question de s'enfiler 3 litres par jour. Vous avez le choix, 4 gammes avec chacune plusieurs goûts aux arômes hyper marqués. Typiquement, dans mon préféré, thé vert, citron, matcha, menthe, on reconnaît tout. Après forcément, tous ne vont pas plaire. Boire 40 cafés par jour, c'est la vie que moi j'ai choisi, alors leur gamme énergie, faut dire, elle me fait rêver. Ni taurine, ni sucre, mais vitamines, antioxydants et New Caf. Déconseillé aux moins de 16 ans, ça agit plus longtemps et sans crash post-caféine.
Pour l'instant, j'adore la saveur grenade perso. Pour les édulcorants, pas de quoi s'inquiéter en tout cas. Les produits sont testés et approuvés depuis longtemps, y compris dans les aliments pour enfants. Même si, encore une fois, pas abuser des bonnes choses. Le meilleur moyen pour trouver votre préféré, c'est le pack découverte et ses 42 échantillons. Ensuite, passez au pot. Équivalent à 50 canettes, c'est plus économique et écolo. Et pour pas vous ruiner, on a 2 codes pour vous. Tech5 qui vous offre 5 € sur votre première commande et Tech 10% sur votre panier. Pour soutenir la chaîne en vous faisant plaisir, le lien est en description. Est-ce que les hackers font la guerre ? Pourquoi on a pensé que le groupe Lazarus était affilié à la Corée du Nord? Parce que des hackers au service d'un État, ça existe, surtout en temps de conflit. Plusieurs moyens, s'immiscer dans un ordinateur pour espionner et récupérer des infos, saboter des infrastructures, faire ramer des sites internet en les obligeant à traiter des fausses demandes, diffuser de la propagande. Le conflit en Ukraine est considéré par certains comme la première cyberguerre, qui d'ailleurs se déroule en parallèle des combats sur le terrain, ça change rien. Et même avant l'invasion en 2022, il y avait eu des offensives numériques. En 2017, un peu après WannaCry, on a eu une nouvelle attaque. NotPetya, déguisé en ransomware, mais qui détruisait les données des ordinateurs Windows infectés. Une ampleur mondiale, plusieurs millions de dollars perdus, mais ça a particulièrement touché l'Ukraine. Même la centrale de Tchernobyl a été affectée. On soupçonne un grand nombre de hackers russes d'être derrière tout ça, en plus de coupures d'électricité massives en hiver 2015 et 2016 dans tout le pays. Au début de la guerre, il y a eu des mobilisations de fous pour protéger l'Ukraine numériquement, en interne avec beaucoup d'ingénieurs et d'entreprises qui sont venus prêter main forte. Mais aussi en externe. Anonymous ont par exemple bloqué des sites du gouvernement russe ou piraté des chaînes de télé pour diffuser des images du conflit, des banques pour récupérer des fichiers et même des imprimantes pour sortir des tracts pro-ukrainiens. Tous se sont regroupés pour former l'armée informatique d'Ukraine. Mais est-ce que dans tout ça, il y a un truc qui a causé la mort de quelqu'un? Non. Ou en tout cas, pas directement. Alors oui, il y a eu des grosses coupures d'électricité en hiver et ça peut mettre en danger des gens, mais ce n'est pas le but premier. Le droit international s'applique aussi à la cyberguerre. Il y a des choses interdites, les attaques sur les civils, perturber les services sanitaires, etc. Mais on peut influencer indirectement un conflit et donc entraîner des pertes. Par exemple, le jour de l'invasion russe, une cyberattaque a visé des satellites ukrainiens. Grosse perte de communication, notamment pour l'armée. Les civils n'ont pas pu aussi s'informer sur le début des combats. Est-ce que ça a entraîné des morts? Par répercussion, oui, probablement. D'une manière générale, c'est pas dans l'éthique des hackers de s'attaquer à des personnes physiques. Ils prennent même des précautions quand il peut y avoir des conséquences dramatiques. Prenons l'Iran, déjà victime d'une cyberattaque hyper sophistiquée en 2010, Stuxnet, conçue par les États-Unis et Israël, qui visait à saboter les centrifugeuses d'uranium et perturber le programme nucléaire du pays. Considérée comme la première cyberattaque qui voulait faire des dégâts concrets. Mais plus récemment, l'Iran a subi des attaques notamment sur des stations-service. En décembre 2023, 60% d'entre elles ont bugué pendant plusieurs jours à cause d'un problème avec le système de paiement. Et c'est pas la première fois, en 2021, les stations-service avaient déjà été touchées. Plus impressionnant encore, en 2022, une usine d'acier avait pris feu, mais toujours sans aucun mort. Tout ça, ce sont des représailles menées par le groupe de hackers Predatory Sparrow. Ces derniers auraient prévenu systématiquement les autorités iraniennes avant leur attaque, parce que dans le cas des stations-service, ça allait entraîner des embouteillages, des mouvements de panique, etc. Leur but, c'est de punir l'État, pas que des civils trouvent la mort. D'autant que l'Iran accuse les hackers d'être affiliés à Israël, avec qui le pays est en conflit. Mais attention, il y a une différence entre un groupe de hackers qui revendique une cause, comme être pro-Israël, pro-Ukraine ou pro-russe, et un groupe qui, lui, aurait été mandaté par un État pour en attaquer un autre. Les répercussions géopolitiques ne seraient pas les mêmes et les sanctions non plus, surtout s'il y a des dommages corporels. Donc cette filiation, comme pour le groupe Lazarus, est à prendre avec des pincettes. Aaron Swartz. Janvier 2013, Internet est en deuil. Partout, des messages fleurissent, même de l'inventeur du web tweet. Plus surprenant, un site officiel de la justice américaine est piraté. Inaccessible, elle fait tourner une vidéo des Anonymous qui eux aussi rendent hommage. À qui? À Aaron Swartz, un véritable prodige d'Internet. À seulement 12 ans, il crée une encyclopédie collaborative en ligne, un équivalent à Wikipédia, 3 ans avant la création du site. Moqué par ses professeurs, il remporte tout de même un prix qui lui permet de visiter le MIT. Il côtoie alors les plus grands spécialistes du numérique et du web. À 14 ans, il participe à la création des flux RSS, qui permettent de s'abonner à l'information et aux publications d'une page web. C'est ce petit logo que vous voyez parfois. À 15 ans, il aide les fondateurs des Creative Commons. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, c'est ce qui permet aux créateurs en ligne de protéger leur contenu tout en les rendant accessibles. Une alternative aux droits d'auteur classiques. Donc sans cet ado, nous ne serions
probablement pas là à vous parler. Mais c'est pas fini, parce que quelques années plus tard, il était à la fac cette fois-ci, il s'associe à 2 gars et a confondé Reddit. À peine à 20 ans, Aaron Swartz devient millionnaire, comme d'autres génies de l'informatique tels que Mark Zuckerberg qui ont fait du web ce qu'il est aujourd'hui. Mais Aaron, c'est pas seulement un génie, c'est un grand défenseur de l'internet libre et de l'accès au savoir gratuitement. C'est un gros contributeur de Wikipédia, il crée l'Open Library qui propose un résumé des informations sur tous les livres publiés. Mais surtout, il télécharge et rend accessible des millions de documents judiciaires détenus par le gouvernement. À l'époque aux États-Unis, pour avoir accès par exemple à ton casier, tu devais payer. C'est l'un de ses plus grands coups d'éclat militants, en plus de son engagement contre la loi SOPA qui aurait amené à une forme de censure d'internet. Mais toutes ces actions le mettent dans le viseur du gouvernement américain, du FBI et de la justice qui se mettent à le surveiller. Et ça va lui être fatal. En 2011, il utilise les serveurs du MIT pour télécharger du contenu scientifique en accès restrictif sur la plateforme JSTOR. On parle de 4,8 millions d'articles, la quasi-totalité du catalogue. Mais il est repéré. Le FBI a posé une caméra de surveillance pour le prendre en flagrant délit. Il est arrêté et risque jusqu'à 35 ans de prison, ainsi qu'une amende de 1 million de dollars. Ironiquement, la plateforme n'entame pas de poursuite judiciaire et passe une partie de son catalogue en accès libre. Mais la justice américaine a les crocs. Aaron Swartz subit une énorme pression de la part des autorités et des médias, jusqu'à ce fameux 11 janvier 2013 où il est retrouvé pendu chez lui. Il était sujet à de grosses périodes de dépression, ses proches ainsi que les internautes reprochent l'acharnement disproportionné des autorités. Il était traité par la justice au même niveau qu'un hacker qui aurait dérobé des millions de dollars, alors qu'il a été arrêté avant même d'avoir pu diffuser les articles téléchargés en ligne. On est sur une interprétation un peu particulière de hacker qui aurait causé la mort de quelqu'un, mais Aaron Swartz n'est pas un cas isolé. On avait déjà parlé d'Alex Kazes dans une autre vidéo, même si on n'est pas du tout sur le même profil, mais il y a aussi James Dolan qui avait travaillé avec Swartz sur son ultime projet, Secure Drop, une plateforme sécurisée où les lanceurs d'alerte pouvaient diffuser des documents ou des informations. Il avait fait l'armée et souffrait de PTSD, il se suicide en 2017. Plus dramatique encore, le cas Jonathan James, le premier mineur à avoir été condamné pour piratage à 16 ans. Il a juste hacké les ordinateurs du Pentagone et de la NASA. Voilà, comme ça, parce que ça le faisait marrer. Sauf que 8 ans plus tard, il est suspecté d'avoir aidé d'autres hackers à voler plusieurs cartes de crédit. Pourtant innocent, le jeune homme craint que son passé ne l'amène en prison. Il se tire donc une balle dans la douche et il avait 24 ans. S'il y a bien des cybercriminels parmi les hackers, tuer quelqu'un ne fait pas partie de leur mode opératoire. Le cas des eaux empoisonnées en Floride est à part et on ne sait pas qu'est-ce qui était le vrai objectif derrière l'attaque. Nous sommes de plus en plus connectés et plein d'objets du quotidien sont vulnérables. En 2017, des chercheurs découvrent une faille dans le fonctionnement de pompes à insuline connectées. Devant le manque de réactivité du constructeur, ils ont mis au point une appli pour montrer qu'un hacker malveillant pourrait, s'il le voulait, injecter plusieurs doses ou au contraire les bloquer, mettant en danger le patient. Heureusement, pas de décès déclaré et les pompes ont été remplacées. Mais nous sommes aussi de plus en plus vigilants. L'attaque WannaCry a marqué les esprits et aujourd'hui tu mets régulièrement à jour ton ordinateur et tu fais attention quand tu reçois un mail suspect. L'histoire tragique d'Aaron Swartz et des autres montre que les hackers peuvent eux-mêmes être les victimes indirectes de leurs actions. Ils ne sont pas tous des voleurs, des racketteurs ou des barons de la drogue, que s'ils peuvent s'opposer au système, ils peuvent aussi finir broyés par lui. Ouais, bon. Plus joyeux. Je vous ai parlé de notre sponsor, Oli. On les remercie encore pour leur soutien. Découvrez des plaisirs plus sains à prix réduit grâce à nos codes à l'écran. Et le lien est en description.